personne à l'extension 2820 est à... J'ai près de 60 ans. Bon, je ne vois pas qui va m'embaucher après près de 60 ans, étant donné que bon, ils peuvent engager des jeunes pour une poignée de cacahuètes, quoi. Comme moi, je dépends pour mes recherches en ligne, je dépends de Picardie Laïque. Picardie Laïque étant en télétravail, moi, je ne sais pas répondre à des offres d'emploi. Je sais juste faire mes candidatures spontanées, ça oui. Mais répondre à mes offres d'emploi, ça non. On dégage plutôt qu'on engage. Les entreprises sont pour la plupart en télétravail. Donc, le service personnel, recrutement du personnel, n'est pas sur place. Donc, on ne vous répond même pas. Voilà, quoi. Ça vous inquiète, cette situation? Bien sûr, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Ah, c'est de me faire éjecter du chômage, évidemment. Parce que dans mon cas, comme 70% des chômeurs qui se font exclure, je n'ai pas droit au CPS. Donc, pas droit au CPS, ça veut dire plus de revenus. Plus de revenus, ça veut dire la rue, quoi, tout simplement. Alors, bien sûr, ça stresse. Ça ne porte pas l'euphorie, hein. Donc, l'avenir, moi, je ne le vois pas d'un bon œil, quoi. Ça veut dire, moralement, comment vous faites pour tenir le coup? Parce que... je prends du Valium. C'est vraiment un soutien? C'est un soutien, oui. La boule qui se trouve là n'y est plus, mais ça n'arrange rien, en fait, hein. Le problème reste toujours. Mais ça fait en sorte que je décompresse un peu par rapport à ma situation. Alors, bien évidemment, on est à la Louvière, on est dans la cité de La Croyère, et donc on est à l'arrière de l'usine Duferco et NLMK. Anciennement, les usines Gustave Boel, qui ont été à plusieurs fois reprises par d'autres industriels. Et bon, finalement, c'est quand même intéressant d'y être parce que ça représente aussi... c'est un des derniers témoins vivants et actifs de l'ère industrielle de notre ville. Il faut éviter d'attendre une prochaine crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, pour encore se rendre compte qu'on a toute une série dans notre population, toute une série de personnes qui sont déjà dans des situations extrêmement compliquées. Que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes de droits effectifs, sociaux, culturels ou autres, on sent que ça craque. Et quand arrive une crise telle que celle-ci, ça craque de façon encore plus rapide et de façon exponentielle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une économie déjà locale qui existe notamment grâce au folklore, grâce aux événements culturels, grâce aux événements organisés ça et là dans la ville ou en dehors. Et tout ça est à l'arrêt. Et donc, je prends juste par exemple l'exemple du carnaval. Le carnaval, c'est des dizaines et des dizaines d'emplois pendant 3 jours. C'est une dynamique importante parce que c'est des dizaines de milliers de personnes qui viennent, qui participent, il y a des locations de costumes, il y a de l'artisanat, il y a toute une économie locale qui existe autour du folklore dans notre région, qui est complètement exsangue, parce qu'on n'a pas su le faire l'année passée, on ne sait pas le faire cette année-ci. Mais bon, le folklore est quelque chose, mais il y a évidemment tous les autres pans beaucoup plus conséquents aussi en termes d'emploi et en termes de réalité, que sont notamment les gens de l'ORECA, les gens de la culture, les gens de l'événementiel, les coiffeurs, ceux qu'on dit les non essentiels. Dentifrice.
Oui, heureusement, on dispose d'un État social, qu'on qualifie parfois d'État-providence en Belgique, qui est extraordinaire, parce qu'après redistribution de l'État, il ne faut pas oublier que l'État brasse à peu près la moitié de la richesse nationale créée chaque année, on a un des coefficients d'inégalité les plus faibles du monde, donc tout à fait à l'opposé des États-Unis. Donc notre État social fonctionne, mais il n'empêche qu'il y a des disparités de plus en plus flagrantes entre des personnes qui sont en fait larguées par rapport à l'évolution. Et c'est très vrai par exemple en matière d'enseignement. En Wallonie, avant la pandémie, la moitié des chômeurs n'avaient pas de diplôme supérieur, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui se sont senties naturellement exclues du marché de l'emploi, sachant que la digitalisation fait plutôt appel à la capacité de manipuler des instruments plutôt que simplement la force physique. Donc on a en fait migré d'une économie qui était industrielle il y a 40 à 50 ans vers une économie de services, digitale, beaucoup plus intellectuelle, et ça crée des disparités entre les classes de population, notamment à cause de l'éducation, de la formation qui n'a pas été mise en œuvre par certains. Quand les CPS ont été créés dans les années 70, au niveau de la Belgique, il y avait 7000 mini-mexés. On appelait des mini-mexés à l'époque, pour l'ensemble du pays. Donc ça signifie que maintenant, on a fait x20, puisque sur l'ensemble de la Belgique, on est plus ou moins à 150 000 personnes. Donc oui, si vous rajoutez l'augmentation Covid, qu'on va appeler Covid, on va arriver à des chiffres qui sont extrêmement importants. Il faut savoir que le nombre de dossiers dans les CPS, de dossiers sociaux, a doublé en 20 ans, avec une augmentation de l'effectif de 2%. Donc ça veut dire, en fait, pour le faire très synthétique, que les assistants sociaux, les travailleurs sociaux, au sens large du terme, font 2 fois plus qu'avant, traitent 2 fois plus de dossiers qu'avant. Et donc oui, effectivement, le système tient, mais tient très difficilement pour le moment. La personne à l'extension. C'est pas la première fois que vous venez ici, en tout cas. Non, c'est depuis le corona, la première vague. Au mois de mars. Ouais. Qu'est-ce qui vous est Non, je suis arrivée ici au mois d'avril. Ouais, parce qu'il y a le corona. Je travaille à l'ORECA est fermé. Et au chômage technique. C'est pas comme tu gagnes au chômage, au travail que tu gagnes au chômage. Déjà, c'était pas... Je suis venue et j'ai commencé à prendre des colis ici, à m'aider 3, 4 jours, 5 jours. Vous avez la nourriture à la maison. En fait, vous avez vu vos revenus diminuer, chuter. Donc, voilà. Donc, tu t'en sors pas. Je dis bon, on va chercher. J'ai téléphoné à la commune. Et à la commune, ils m'ont dit, ça va madame, on va vous donner un numéro. Et on m'a donné le numéro de la dame ici, de Marie-Claire, je ne sais pas, Marie-Jeanne. Marie-Yvonne, ouais. On m'a donné le numéro, j'ai appelé, la dame m'a donné, elle m'a envoyé l'adresse par SMS. Et je suis venue. Depuis là, je viens. Et j'ai gagné avant 1 800 €. 1 800 € et après le chômage, je suis descendue à 1 300, 1 400. Ça nageait entre 1 300 et 1 400. Déjà dans les salaires, quand tu perds déjà 200 €, 300 €, c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, et aujourd'hui, mon patron m'a envoyé le message que comme si il faut qu'on puisse terminer tous nos VA, donc les congés payés. Merci. C'est les grandes. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mais moi, j'avais bien expliqué à monsieur, à mon patron, que de prendre des mis en novembre, des mis en décembre, mais je crois qu'ils m'ont tout enlevé. Parce que là, ils vont payer 370 €, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe là, 370 €? Donc ce mois-ci, vous vivez à 370 €. 370 €. Et comme mon compagnon il travaille aussi, il gagne 1 100 €, parce qu'il a mi-temps aussi. Donc, on est à presque 1 500 €. On va payer les prêts, on va payer tout ce qui suit. Tout le monde qui a des maisons ici
quelles charges qu'on paye après les prêts hypothécaires. On a encore d'autres charges à payer parce qu'il faut payer l'assurance, il faut payer comme ça. Et on a une voiture aussi en crédit, il faut payer les crédits de la voiture, il faut payer... Donc, là, je n'ai même pas de réserve qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose, je n'ai même pas de réserve, même pas. Parce que tout l'argent est juste maintenant. Je dois payer ça et j'ai même des factures de la commune que je ne sais même pas les payer. Des taxes poubelles. Elle est à la maison, je ne sais pas le payer. J'ai les taxes routières, je ne sais pas le payer. C'est pas facile. C'est pas facile. On fait avec. Des citrons, non, de tomates. Oui. Nous, on a vu une augmentation considérable des paniers. On est passé jusqu'à 300 paniers par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup, puisqu'on tourne... En janvier, l'année passée, on était à 150 paniers. Et puis le pic des 300. Et maintenant, on retombe à 200. Aujourd'hui, à mon avis, on aura 200, 220 paniers. Ça veut dire que structurellement, il y a une augmentation. Une augmentation, oui, elle est là, l'augmentation. Combien on peut la chiffrer? 30% sûrement. Oui, 30%. Oui, c'est beaucoup parce que pour nous, c'est une gestion aussi qui est difficile. Combien de personnes aurons-nous par semaine? Donc, il faut prévoir de grandes quantités. Il faut aussi pouvoir prévoir une distribution qui est quand même rapide aussi et satisfaire toutes les personnes. Les pauvres étaient là, la pauvreté était là, mais peut-être était plus cachée. Maintenant, bien sûr, tous les indépendants qui perdent leur travail, etc., vont augmenter le taux de pauvreté, mais certains vont pouvoir s'en ressortir si on ouvre à nouveau, etc. Mais les pauvres qui sont dans la pauvreté, je crois qu'on les voit peut-être mieux maintenant. Ok, merci. Aujourd'hui, on ne parle plus d'exploiter, mais on parle de défavorisés, on parle d'exclus ou de pauvres. Défavorisé, c'est t'as pas eu de bol, hein, ou exclu et pauvre, ben c'est quand même violent de dire à quelqu'un qu'il est exclu ou le considérer comme pauvre. Comme si le fait d'avoir un manque matériel constituer chez toi ton identité comme quelqu'un qui n'a pas d'autre capacité de pouvoir se réaliser dans la société. Si vous avez une question sur l'impôt des personnes physiques, appuyez sur 1. Pour la TVA, appuyez sur 2. Pour des questions sur un autre impôt, appuyez sur... Vous n'avez pas encore reçu votre avertissement extrait de rôle ou vous souhaitez une copie, appuyez sur 1. Pour d'autres questions, appuyez sur 2. Nous vous mettons en contact avec un collaborateur le plus rapidement possible. Après l'appel, si vous le souhaitez, vous pourrez évaluer l'entretien via 3 courtes questions auxquelles vous pourrez répondre par oui ou par non. Si vous désirez participer... Sans revenu. 0 €. 0 €. Pendant combien de temps? Du 1er janvier au 18 juillet, ça a duré. Donc 7 mois et demi. Et le seul moyen de s'en sortir, ben voilà. C'est malheureux à dire, mais c'est faire comme les sans domicile fixe, c'est faire la manche à gauche, c'est faire la manche à droite. C'est essayer de pouvoir aller chercher des colis alimentaires voilà, qui sont octroyés par le CPS et tout ça, et avoir ne serait-ce que les attestations pour pouvoir aller les chercher. On a des numéros de téléphone pour contacter tel ou tel organisme qu'on n'arrive pas à contacter par téléphone. Et le peu de fois qu'on arrive à avoir quelqu'un, on nous renvoie sur Internet directement. Mais voilà, quand on ne touche de rien, télévision, c'est coupé, Internet, c'est coupé. Recharger son téléphone, c'est coupé aussi, c'est terminé. On ne sait pas le recharger parce que 20 €, 10 € pour une recharge, voilà.
c'est 10 ou 20 euros qu'on préfère utiliser pour aller se chercher à manger. Voilà, ça devient la misère, quoi. À la limite, je dormirais sous un pont, ça reviendrait au même, quoi. Aujourd'hui, on est 1 an plus tard, Nicolas, où en est votre situation? Voilà, mon psychiatre m'a fait un certificat pour me remettre sur mutuelle parce qu'il estime que je ne suis pas apte à travailler. Et la mutuelle a refusé les indemnisations. Et les 170 euros que j'ai touchés du chômage, c'est les 6 premiers jours du mois passé, donc du mois de janvier. Simplement ça. Donc je me retrouve avec 170 euros pour faire un mois complet. En recevant les factures d'eau, en recevant les factures de ceci, en recevant les factures de cela. Donc on s'accroche tant qu'on peut, tant qu'on sait, tant qu'on tient. Nicolas avait réussi à rétablir ses droits et il se retrouve de nouveau sans revenu. Et au point de départ, c'est l'intransigeance de la mutuelle. Et donc moi déjà, la première réflexion que je me fais, c'est comment ça se fait qu'une mutuelle, en pleine crise sanitaire, met comme ça sur la paille quelqu'un du jour au lendemain sans chercher à comprendre plus que ça ce qui fait ses difficultés à pouvoir assumer sa disponibilité au travail. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, alors qu'on nous répète tous les jours que dans cette crise sanitaire, il faut poser des actes pour que chacune et chacun, on soit protégé. Pour être protégé, il faut avoir des moyens. Et une mutuelle, ça devrait être sa préoccupation première, de protéger les gens. Et ici, c'est tout le contraire. On est dans une société qui stigmatise tellement la pauvreté, qui individualise tellement la pauvreté. Hein. Donc c'est vraiment yes you can. Tu peux le faire si tu veux, si tu te bouges, tu trouveras. Il y a eu des phrases ces dernières années, ces 20 dernières années de politiciens, si tu veux un boulot, tu traverses la rue. Enfin, il y a eu quand même des phrases très très fortes qui font qu'aujourd'hui, les personnes ont totalement intégré ça. Et donc les personnes elles-mêmes se disent, si je ne m'en sors pas, c'est de ma faute. Et donc on ne mesure pas l'impact énorme qu'a eu cette stigmatisation de la pauvreté et encore plus l'État social actif qui a vraiment institutionnalisé la stigmatisation de la pauvreté. Donc la pauvreté a toujours été stigmatisée depuis le début du siècle, au Moyen-Âge, etc. Mais elle s'est institutionnalisée en disant aux gens, eh bien, en plus de vous demander d'être actif dans votre pauvreté, on va vous punir si vous ne l'êtes pas. On va vous sanctionner si vous ne l'êtes pas. Et on va même mettre en place des contrats, mettre en place toute une série d'éléments pour que vous puissiez nous prouver que vous êtes bien actif. Et on est complètement embourbé dans ce système. Et en fait, toutes ces petites histoires de vie, c'est un savoir qui a peu de valeur aujourd'hui. Et donc ces travailleurs sociaux sont témoins, sont les seuls témoins d'ailleurs, sont les premiers témoins de ce délitement de la société. Et ils ne parviennent pas aujourd'hui, et on ne parvient pas, à faire suffisamment poids pour dire « il est temps de changer de logique ». Ne pas répondre, là, Joachim? Oui. Du coup, c'est un jeu de patience, parce qu'on ne sait pas si on attend encore ou si on passe complètement à autre chose. Mais c'est souvent. Du coup, oui. On passe beaucoup plus de temps au téléphone, à renvoyer des mails. On a des délais d'attente assez dingues pour des réponses. On doit aussi beaucoup rassurer les gens qui sont complètement perdus par rapport à toutes les nouvelles règles, par rapport au fait qu'ils ne peuvent plus aller nulle part librement pour avoir accès à leurs droits. Et alors, oui, le téléphone, tout le temps. Passer des coups de fil sans jamais avoir de réponse pour atteindre des services pour des gens qui eux-mêmes n'arrivent pas à les joindre. Donc ça, beaucoup. Le Covid, c'est du téléphone.
énormément. Typiquement, ça va dans des bêtises, mais par exemple, pour cette dame-là, j'ai besoin d'appeler un service à la commune. La commune ne me répond pas. On me dit directement au téléphone, au standard de la commune, c'est un service qui est difficile à joindre. Donc on me donne 5 numéros. Je fais les 5 numéros d'affilée non-stop jusqu'au moment où on me répond. Je rappelle la centrale en disant « Vous êtes bien gentil, ça fait 2 heures, je n'ai personne ». On me donne le numéro du responsable de service. Le responsable de service me répond en disant « On a un bug informatique, rappelez-nous demain ». C'était mercredi dernier. J'ai rappelé tous les jours, tous les numéros, je n'ai personne. Donc entre-temps, j'ai envoyé un mail et voilà. Donc là, j'attends la réponse à mon mail pour fixer un rendez-vous parce que l'appel ne répond pas. Ça, c'est typiquement un cas où on attend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un peu... Oui, là par exemple c'est une dame avec un accident de travail. Son employeur lui a dit que l'assurance pour l'accident de travail allait décider d'arrêter de l'indemniser. Du coup elle est censée passer à la mutuelle. Quand on joint à la mutuelle, ils disent que l'assurance doit leur envoyer d'abord tous les documents. Tout doit se faire par courrier parce qu'ils ne peuvent pas renvoyer par mail directement. On attend tout ça. La mutuelle considère que les rapports médicaux ne sont pas suffisants, donc on doit rejoindre les médecins pour refaire des rapports médicaux. Tout le monde de la médecine est complètement débordé pour le moment. Par exemple, dans ce cas-ci, pas de revenus depuis 2 mois. Donc, parce que l'indemnisation ne se fait plus, la mutuelle n'est pas encore lancée. Des cas comme cette dame-là, j'en ai encore pas de revenus depuis septembre pour aussi un problème de l'assurance ne veut plus, force à remettre madame au travail dans un travail pour lequel elle ne peut pas le faire. La mutuelle a décidé de ne pas indemniser tant qu'il n'y avait pas le rapport médical. Le rapport médical prendra un temps dingue parce que c'est un rapport médical et pour le moment le médical est occupé. Même chose pour madame, pas de revenus pour 2 mois, pour aussi un accident de travail où la mutuelle là, ne veut pas se bouger tant qu'ils n'ont pas aussi un espèce de rapport médical complet. Et dans des cas parfois plus tristes, pas encore de réponse pour un regroupement familial avec sa fille alors que madame a aussi un accident de travail qui fait qu'elle est complètement dépendante de sa fille qui est encore illégale en Belgique pour le moment. Des comme ça, on en a plein. Et du coup, pas de réponse, donc les gens sont bloqués, sont dans un espèce de va-et-vient où ils doivent dépendre un petit peu d'amis, un petit peu de la famille, un petit peu de ce qu'ils peuvent. Et ils viennent toquer à toutes les portes pour tenter d'avoir des solutions, mais même nous, on n'a pas grand-chose à leur apporter parce que tout est bloqué. C'est-à-dire que j'ai encore raté ma première. J'ai encore réussi des examens, mais pas assez pour le CPS. Et du coup, début décembre, ils coupent les revenus. Ce qui veut dire que je ne peux plus payer mon loyer comme je veux, je ne peux plus manger aussi comme je veux. Du coup, heureusement, j'ai une grand-mère qui est très souvent là pour moi. Du coup, pour la nourriture, je n'avais pas vraiment à m'occuper, mais pour le loyer, j'ai dû prévenir ma propriétaire que ça allait être compliqué le temps que je continue mes démarches. Du coup, là, j'ai une lettre de l'école pour montrer qui dit que je suis vraiment un élève qui est là pour réussir et que je ne suis pas la propriété du système. Ici, quels sont tes objectifs pour 2021? Réussir ma première, ce serait déjà bien. Et avoir le moins de démarches possible. Snake in the grass, she's mother Eva. Speaking in tongues, I'm a believer. A mistake, she a golden retriever. Yeah. Quand on est sur le terrain et qu'on voit les gens lambda ou les petites gens, eh bien on touche du doigt effectivement à quel point cette crise ne se vit pas de la même manière selon là où on est et selon là où on vit. Et ce qui me semble particulièrement inquiétant,
c'est que quand on essaye de mettre ces aspects-là en débat, qu'on essaye de pointer cette incohérence dans la manière dont on traite les publics et l'effet de la crise sur certains publics, eh bien, on n'est manifestement pas entendu et il n'y a pas de débat possible sur les choix qui sont menés. Alors, certes, on a un gouvernement qui essaye de mettre des choses en place par des filets de sécurité, mais de fait, quand on voit sur le terrain comment ça se passe, les aides n'arrivent pas nécessairement là où elles devraient et ne sont certainement pas suffisantes par rapport à l'ampleur des dégâts. Par exemple, cette 50 € d'allocation supplémentaire pour les personnes allocataires sociales du CPS, c'est pendant 6 mois, enfin, c'est mignon, mais ça n'a pas... C'est pas là le problème, ça ne va pas régler les problèmes fondamentaux que vivent ces personnes, par exemple. C'est pour récupérer un titre de séjour qui peut rouvrir, monsieur est sans ressources depuis 2 ans. Demande de prise en charge au service énergie d'un CPS pour une régularisation d'électricité complètement aberrante. Monsieur n'a plus un centime. J'appelle le service, on me dit voilà, monsieur peut avoir un rendez-vous dans 1 mois. Sans titre de séjour parce que on n'avait pas vu votre mail. On demande une aide du CPS, le premier document à fournir pour dire que ça peut être ça, on l'a pas. Impossible de me donner une réponse si cette personne a droit à des chèques repas de la part de fait d'asile. Cette personne-là, les enfants ne sont jamais reconnus parce que oui, c'est pas vraiment prévu pour qu'on puisse les inscrire. Même chose, le document pour pouvoir avoir une inscription au CPS, pardon, on ne vous a pas encore répondu, 3 mois d'attente, donc si, la pile peut encore monter, mais plein de gens sont des oubliés du système parce que le mail s'est perdu, j'ai pas vu votre appel, j'ai pas pu vous répondre, mais les services sont injoignables, en attendant, voilà, tous ces gens-là, et tant d'autres encore, sont vraiment bloqués, ne peuvent pas avoir accès à un droit, à une aide, à une vie complète parce qu'ils sont bloqués simplement parce qu'on ne répond plus ou alors on perd les mails ou alors, je sais pas, de la mauvaise volonté, mais j'ose croire que non. C'est plus de l'exception, on parle de... Voilà, très souvent les services disent qu'il y a des délais d'attente de autant, tous les délais d'attente sont explosés. Théoriquement, un CPS répond à une demande en 1 mois, on en est à 2. L'Office des étrangers doit donner des réponses à 6 mois, maintenant on nous dit d'office ce sera 9. Rien ne justifie que ce soit 9 mois ou que ce soit 2 mois ou que on vous demande, on reçoit des mails automatiques de la mutuelle quand on envoie, on vous demande, au vu de la circonstance exceptionnelle, ça va être difficile de vous répondre, on vous répond dans les 15 jours, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail d'ici 15 jours et on sait, on note déjà dans l'agenda, dans 15 jours, renvoyer un mail à la mutuelle. Donc non, c'est plus de l'exception, des retards administratifs, oui, il faut prendre en compte les retards, mais c'est pas normal, théoriquement. On n'a pas pensé à engager plus de gens, on n'a pas pensé à mettre d'autres systèmes en place, et on a envoyé les gens en télétravail, et puis vaille que vaille, on fait comme on peut. Je suis bien conscient qu'ils font sûrement comme ils peuvent aussi, mais il y a une façon de faire qui ne correspond pas à la réalité Covid, et qui ne correspond plus à la réalité de cette nécessité administrative pour tout. Par exemple, la prime logement qu'ils ont dit pour tout le monde sur Bruxelles, ils ont dit qu'ils allaient simplifier ça le plus simple possible. La prime logement sur Bruxelles, c'était quand même une carte d'identité électronique, un lecteur de carte d'identité, un PC, avoir son contrat de bail, un scan de son contrat de bail, un scan de ses avertissements extraits de rôle, pour avoir droit à une aide de 200 € pour payer un loyer, alors que 200 €, c'est ce que des gens ont perdu par mois avec du chômage économique, du chômage temporaire. Et là, on ne parle pas de tous les gens qui n'ont pas de carte électronique, qui sont en attente d'un séjour ou de quelque chose comme ça. Eux n'ont droit à rien, alors qu'ils ont continué aussi à avoir des pertes de revenus, parfois plus de revenus, et les loyers n'ont pas bougé. On lui a reçu les CPS pour une raison et il va chercher 10 raisons qui ne figurent pas dans le retrait. Je trouve ça... C'est vraiment, puisqu'avec ça il n'y a pas assez, on va chercher autre chose. Et puis parce que ça c'est pas assez, on va chercher autre chose. Ils ont ajouté des choses, donc quand ils ont lu les conclusions... Oui.
C'est ce que l'assistante sociale pensait déjà directement depuis le début, depuis le tout premier rendez-vous. Quand elle a remarqué que le logement que je comptais louer se trouvait dans le même immeuble que le logement que la mère de mes enfants loue. Donc déjà à ce moment-là, elle se disait déjà que c'était pour une intention de fraude, que pour elle ça sentait la fraude. Et de là, ils ont décidé de ne plus m'octroyer le RIS en taux isolé. De quoi vivez-vous? Pour l'instant, de rien. J'ai des loyers en retard, j'ai des factures en retard. Pour l'alimentation, c'est surtout des colis que je reçois. Donc, sans finances, on ne sait plus rien faire non plus. Donc, sans les finances plus la crise, ça casse tout, ça casse le moral, ça nous enterre en quelque sorte. Donc l'État social a basculé dans la fin des années 90 vers ce qu'on a appelé l'État social actif. Et donc l'idée, c'est vraiment de demander, en contrepartie de l'allocation qui leur est donnée, de prouver leur bonne volonté à s'en sortir, de prouver par toute une série de procédures et de conditions et de signatures de contrats, les PIS, les projets individualisés d'intégration sociale qui sont faits pour tous les allocataires sociaux maintenant en CPAS et pas seulement pour les 18-25 ans pour lesquels ils avaient été imaginés dans les années 90. Maintenant, c'est vraiment obligatoire pour tout le monde et l'idée, c'est de se mettre en mouvement pour sortir de sa condition et donc de prouver qu'on cherche du travail, en gros, ou qu'on fait des études et qu'on les réussit. Sauf que ça amène, en fait, les institutions à chercher, parce que c'est le corollaire de ça, c'est qu'on va à tout prix essayer de chercher le fraudeur. Maintenant, c'est clair que pour la fraude sociale, la vraie question à se poser, c'est la question de l'équilibre entre le coût de ce contrôle, de cette fraude, de ce fonctionnement de fraude, et ce que, entre guillemets, ça rapporte à l'ensemble du système. Il y a une étude qui est sortie et qui estime que la fraude sociale représente en termes de masse budgétaire dans les institutions sociales 8%. C'est un chiffre qui m'a déjà été cité. Si pour résoudre, entre guillemets, ce problème de fraude sociale de 8%, vous déployez toute une énergie de vérification, de contrôle, des procédures, etc., disproportionné, en fait, vous allez dépenser plus que ce que vous allez résoudre. Et ça, c'est une analyse qui est froide, et qui est une analyse qui est purement économique. Elle ne tient pas compte de l'effet qu'il y a sur les personnes de faire quelque chose comme ça, de ce que ça a dû en termes de déconstruction de la personne, parce que dès qu'une personne, entre guillemets, a voulu peut-être tirer un peu sur la ficelle et est sanctionnée, le plus souvent, on peut lire que si elle le fait, c'est beaucoup dans les mécanismes de survie. La fraude est rarement de la fraude organisée sciemment. On est souvent dans des mécanismes de survie, ça il faut le savoir. Et donc, venir développer une énergie importante pour lutter contre la fraude sociale, alors que celle-ci est souvent liée à des mécanismes de survie, en mettant des moyens considérables, et donc d'un point de vue macroéconomique, en dépensant énormément d'argent, pour nous, ça n'a fait aucun sens. C'est pour ça qu'au niveau des CPS, on dit toujours OK pour faire de la vérification minimale, dans l'esprit que je viens de vous citer, mais non pour développer des grands plans de fraude sociale, ça on y est opposé. Alors, il y a eu quand même, en début de crise, des incitations à lever une série de conditionnalités de l'aide, à diminuer les contrôles qui étaient effectivement plus possibles, mais il n'y a pas eu, pour moi, de discours ferme et dirigiste sur le fait que ça suffisait. Parce que je pense que tout le monde n'est pas encore convaincu que ça suffit. On s'est égaré dans une obsession de la fraude et ce qui a renforcé cet égarement, c'est la conviction qu'on a mis dans la tête de tous que si les gens étaient précaires, c'était de leur faute. Quand on émarge un système, il est de bon ton de rendre au système. Pour s'en sortir, il est de bon ton de vouloir s'en sortir.
on a montré, le système a démontré que ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours aussi, malheureusement, aussi simple que ça. Mais c'est clair que vous parliez de regard, ce regard-là, il est difficile à accepter. C'est difficile d'accepter qu'une personne, pendant une bonne partie de sa vie, finalement, ne va pas avoir accès à des mécanismes auxquels les personnes sont réputées avoir accès, c'est-à-dire l'emploi, et ne va pas rendre un système ce dont on a bénéficié pendant plusieurs années. C'est devenu de plus en plus compliqué dans le regard de certaines personnes d'accepter un modèle comme celui-là. Mais je pense qu'il faut l'accepter. C'est l'ADN d'une société solidaire. Le bon lui m'a dit, ouais, mais le CPS aura encore dit que ouais, mais tu ne pouvais pas tomber au milieu du chemin non plus. En fait, on n'a plus le droit de vivre comme on veut puisqu'ils s'introduisent dans la vie privée. Ils ont des propos très abusifs, au point où apparemment, même sortir de chez ma maman, alors qu'il passe dans l'immeuble, du fait que je sors en même temps et que lui passe en même temps, ça pose problème. Vous vous sentez surveillé? Oui, et puis même, c'est vraiment au point que même s'il me propose un coup de main pour aller faire les grosses courses du mois parce que c'est lourd, j'ai l'habitude de les faire au mois. J'y vais toute seule parce que je lui dis, il suffit que quelqu'un qui travaille à cette antenne sociale-là passe dans la rue, on te voit monter dans ma voiture, c'est terminé. Donc du coup, il fait ses choses de son côté, je fais mes trucs de mon côté, et on vit carrément comme étant séparés, on va dire. Il n'y a plus rien qui se fait mutuellement. Le plus difficile, c'est que au niveau du chômage, c'est par rapport au nombre de jours payés. Donc je n'ai pas toujours la même chose d'un mois à l'autre. Que lui aimerait bien me proposer, quand il manque une boîte de lait pour la petite ou un paquet de langes, c'est de pouvoir me l'avancer, quitte à ce que je lui rembourse quand je touche, qu'il ne sait même plus le faire. Et que de toute façon, il n'aurait pas pu faire, puisque autrement, on rentre dans les conditions d'un ménage de fait, selon eux. Les mois où c'est 27 jours payés, j'ai 1300 et quelque chose. Ici, par exemple, ici, on est au mois de mars. Je touche pour le mois de février, puisqu'il y a toujours un mois de battement. Le mois de février étant très court, 24 jours payés, je perds, par exemple, comparé au mois d'avant, 152 €. Ou je ne vais même pas vers le CPS parce que je sais très bien ce qu'on va me répondre. Pour moi, oui, c'est de l'acharnement. Parce que nous, on est fortement choqués de cette situation et on trouve aberrant qu'à partir d'une difficulté, donc d'une privation d'électricité, qu'un CPS s'acharne ainsi et parvienne à retirer des droits, alors qu'on aurait pu s'attendre à tout l'inverse, qu'à partir de cette difficulté-là, le CPS approche la personne pour l'aider, pour l'aider à résoudre la difficulté, mais pas s'acharner jusqu'à aller à lui retirer ses droits. Prendre une décision comme ça, donc c'est ajouter de la précarité à de la précarité. Donc c'est volontairement rendre une personne pauvre encore plus pauvre. Et voilà une des mesures phares qui devrait absolument être prise et qui est inaudible pour le moment, manifestement, et qui est sur la table depuis très longtemps, c'est la suppression de ce statut cohabitant. Il est évident qu'aujourd'hui, avec les montants des revenus d'intégration sociale, vivre seul à Bruxelles, c'est impossible.
à peu près impossible. Quand on voit les montants des loyers, on voit le coût de la vie, c'est infaisable. Et donc, ce statut de cohabitant empêche la solidarité, empêche de pouvoir véritablement, effectivement, vivre à plusieurs. Ça coûte beaucoup moins cher, hein, et donc il est évident que c'est un statut qui n'a plus de sens aujourd'hui. On n'imagine pas ce qu'un CPS peut faire, hein. De l'aide au logement, de l'aide sociale, de l'aide à l'intégration sociale, l'accompagnement de ce qu'on appelait avant les demandeurs d'asile, devenus maintenant les demandeurs de protection internationale, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre la précarité hydrique, l'accès à l'eau. L'accès à l'eau est un droit fondamental, il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau, etc., etc. Et donc, ça a amené une complexification des métiers. Un assistant social, aujourd'hui, il doit savoir quasiment tout. Il doit savoir quasiment tout. Et il a autant de circulaires et de réglementations qu'il n'a de dispositifs à gérer. Et ça, c'est un véritable enjeu, c'est de simplifier tout ça. Je crois qu'il faudrait aller vers cette automatisation, qu'on peut même assimiler à une sorte de digitalisation. Je pense qu'on n'est pas conscient du fait que certaines personnes ont énormément de difficultés avec les démarches administratives, avec leur compréhension, avec leur lecture, leur application. Et donc avoir un système plus automatisé, plus lisible, à mon avis, c'est essentiel. Et ça permet de contribuer à cet esprit de solidarité. Je crois qu'on va ouvrir un nouveau chapitre du livre. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que l'humeur politique, sociopolitique a changé en Europe. Prenez le cas de l'euro, par exemple. L'euro avait comme objectif d'être une monnaie sans inflation. Souvenez-vous des 2% d'inflation qu'il ne fallait jamais dépasser. Aujourd'hui, la planche à billets tourne pour aider l'emploi, pas pour répondre à des objectifs d'inflation. Donc même l'euro, idéologiquement, s'est modifié. Je pense qu'il y a de moins en moins de doutes sur l'intérêt d'avoir une sécurité sociale forte. Ça, c'est quand même pour moi un pas important. Et on sent quand même une solidarité autour des nouveaux pauvres, des nouvelles catégories de pauvres, entre autres les indépendants, les sacro-saints indépendants qui sont tombés dans la précarité. Par contre, sur ceux qui étaient déjà dans la précarité avant, je ne sens pas vraiment que le discours a évolué et j'ai l'impression que j'ai quand même entendu peu de gens prendre la mesure de ce que c'est de vivre dans un confinement dans 30 mètres carrés. Va chez ma mère. Je vais vous trouver ça. Ne filme pas. Non, ça va. Tu vas devenir mon copain. C'est toujours aussi compliqué vu la quantité de paniers qu'on doit préparer. On y parvient. Mais il ne faut pas que ce soit plus, parce que financièrement, on ne tiendrait pas non plus, malgré les aides qu'on a reçues, parce qu'on est obligé d'acheter, même si on a des invendus, on n'en a pas assez, que ce soit le pain ou les invendus des grandes surfaces. Donc on achète la viande, le poisson, les légumes aussi, et le pain. Bonjour. Quelle galette. Ce qui a eu un impact terrible, c'est sur les familles monoparentales. Là, ça a été très difficile. Et sur des travailleurs qui n'arrivaient plus, ou des gens qui travaillaient, qui avaient des petits boulots précaires, mais qui l'ont perdu, ou des gens qui travaillaient au noir, mais qui n'avaient droit à rien. Un morceau de chou rouge. Oh, c'est pas vrai. C'est lui alors. C'est lui. Comment c'est moi? Et la crise a fait apparaître ça. Je crois que c'est... Maintenant, pour moi, on ne peut plus faire semblant. Tous ces cas de tous ces gens qui vivent cette crise de manière la plus forte et qui sont devenus visibles, hein, qui sont des invisibles et qui tout à coup on se rend compte effectivement qu'ils sont là et de l'ampleur de la situation et des dégâts, on ne peut plus faire semblant. Il faut se préoccuper en amont de ce qui crée cette précarité et pas en aval en les pointant du doigt et en les rendant responsables de leur situation. La conditionnalité des droits, complique tout.
parce que c'est que du papier. On finit par courir pour du papier, on est dans une société de papier alors qu'on parle dans le numérique et on oublie plein de gens derrière parce qu'on ne peut pas avoir accès à tout ça. Donc, si on ne change pas ces pratiques, qu'est-ce qu'on risque? D'avoir de plus en plus d'exclus, de plus en plus de gens qui ne pourront pas avoir accès au chômage, de plus en plus de gens qui vont finir par abandonner. Je pense qu'il y a aussi probablement un moment où tous ces gens qui n'auront plus rien à perdre, puisqu'ils n'auront plus rien à perdre, n'auront plus que la violence pour s'exprimer. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire tenir un système aussi inégalitaire et qui produit autant d'inégalités et d'injustice sans qu'il y ait un moment donné que ça craque. Et que ça craque probablement durement. Enfin, je pense que c'est... Oui, ça nous pend au nez, quelque part, ça nous pend au nez. Oui, c'est très difficile avec les factures qui ont de gros montants. Le suivi psychologique du petit qui m'a été imposé. Et puis tout le train-train, les huissiers qui menacent d'arriver. C'est très compliqué. Et puis bon, l'école, le PMS qui se met là-dedans aussi parce que du coup il y a des difficultés donc, et on se sent plus critiqué qu'aidé. Donc c'est pas facile. Il me reste 20 centimes et je serai payée entre les 4 et le 6 mai, donc il reste quand même une bonne semaine avec 20 centimes sur le compte. Oui, au niveau des demandes d'aide, si je demande de l'aide, pour moi c'est la honte, enfin j'aime pas demander. On se dit, j'ai des enfants, je suis même pas capable de tout gérer, c'est compliqué. Mais bon, après, comme je dis, on n'est pas des robots non plus. Donc, et puis il n'y a pas de parents parfaits, donc... je me débrouille, c'est déjà bien. Solde insuffisant. She's a colonizer. She enslaved my heart. I'm a caregiver. Yeah, she's a shareholder in my bank account, but I can't move her, but she got baby number. Est-ce que parfois vous pensez aux vacances? Ah oui, chaque année. Chaque année, quand on voit des reportages, ne fût-ce qu'à la mer ou quoi, et que le petit me demande on peut y aller, c'est pas possible. Donc c'est compliqué. Parce que bon, à 6 ans, à 4 ans, même la plage, ils ne l'ont pas vue une fois, quoi. Donc c'est très compliqué, parce que bon, quand ils me disent j'ai envie, Snake in the grass, she's mother Eva. Speaking in tongues, I'm a believer. I mistake, she a golden retriever. Yeah. Sacrifice, don't pray, she a Sheba. Most nights I sleep and I see her. When I wake up, I got fever. She a diva, keep on my rima. She a Jojo forever. Pastor said no vegans. She a Jojo forever. Baba la don't come preacher. Blow, 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 blow me why yo.
Blow me wire.